En fait, il m'a regardé bizarrement et il m'a pointé du doigt et il a dit comme ça à mes camarades, il a dit: «Vous verrez un jour ce petit salopard, il nous fera un livre». Voilà et ça évidemment cette phrase, ça m'a marqué parce que c'est pas banal qu'un professeur Bah, dise clairement. dise ça à quelqu'un et donc sur le coup, j'ai pas vraiment compris mais en tout cas, c'est resté gravé dans mon cerveau et ça m'a donné en fait une espèce de confiance en moi par rapport à ça et ça m'a donné la possibilité d'ailleurs d'écrire un livre et puis après, beaucoup d'autres. Bienvenue dans Parlons Introspection. Cette série spéciale, Paroles d'experts ou d'expertes, donne la voix à celles et ceux qui explorent, chacun ou chacune à leur manière, les chemins de la connaissance de soi. Auteurs, thérapeutes, coachs, entrepreneurs, à travers des échanges simples et profonds, je vous propose de croiser leur regard avec le mien. Mon intention, vous offrir des clés concrètes et inspirantes pour avancer sur votre propre chemin intérieur. Je suis Véronique Milhomme, coach en révélation identitaire et j'ai hâte de vous faire découvrir ces rencontres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Introspection. Alors aujourd'hui, j'innove en inaugurant une nouvelle série consacrée à des experts, parce que tant qu'à faire, autant s'adresser aux personnes dont c'est le sujet. Et aujourd'hui, on commence par le fait de savoir comment identifier son talent. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Patrice Rass, qui est auteur d'une soixantaine d'ouvrages sur des sujets variés, tels que justement le sujet de ce jour qui va être de savoir comment identifier son talent, mais aussi la morphopsychologie qui est vraiment ton sujet de prédilection, mais je laisse les auditrices et auditeurs découvrir tout l'éventail de tes ouvrages parce qu'ils sont nombreux et très intéressants, surtout quand on est féru de connaissance de soi et j'ai trouvé le lien très facile et fluide avec le podcast Parlons Introspection puisque justement nous allons avoir des astuces, des expériences pour savoir identifier au mieux nos talents. Alors Patrice, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu es aussi conférencier et formateur, je te laisse te présenter de la façon qui te convient le mieux. Merci Véronique. Donc moi effectivement, comme tu l'as dit, je suis d'abord et avant tout formateur. C'était mon métier de base en fait, puisque j'ai commencé à enseigner à l'âge de 11 ans, les mathématiques qui plus est. Et puis après j'ai enseigné des tas de choses dans ma vie, le français entre autres. Et puis après j'ai fait du recrutement, du management. Et je me suis installé en libéral à Paris il y a maintenant 30 ans pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire transmettre mes compétences et mes connaissances en psychologie appliquée, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Alors pour moi, c'est au sens large du terme. Ça inclut le développement professionnel, donc la recherche d'emploi et l'identification du talent, évidemment. Et c'est ce qui m'a amené en fait à réfléchir sur ce sujet. D'abord mon expérience de recruteur dans 3 cabinets différents, et puis après mon expérience de conseil en recherche d'emploi, parce que je me suis aperçu qu'effectivement c'est la pierre angulaire, c'est le joker absolu pour trouver un job facilement, rapidement, et puis surtout pour s'épanouir, pour réussir sa carrière. Très intéressant. Eh bien, écoute, on va commencer par le début, à savoir, toi qui es amoureux des mots, des définitions. Qu'est-ce qu'un talent et qu'est-ce Oui, qu'il n'est pas? Et oui, avec quoi on le confond souvent? oui, exactement. Donc le talent, en fait, déjà, c'est un mot étrange qui a une histoire tout à fait étonnante et passionnante, puisque en fait, à la base, c'est une quantité. Ça désigne une quantité d'or ou de métal, 20 ou 27 kilos d'or ou d'argent. Et en fait, après, évidemment, par l'usage, c'est devenu en fait un synonyme de 27 kilos d'or. Donc c'est devenu par la suite, par extension, on pourrait dire, et par généralisation, c'est devenu en fait un symbole de richesse. Donc c'est ça qui est intéressant déjà dans l'origine du terme, c'est la notion peut-être qu'on a en nous un trésor. Et moi j'aime beaucoup cette notion-là. Ah oui, là du coup, ça devient tellement plus intéressant parce que
couramment, on a l'habitude de confondre le talent et la compétence. Exactement. Et donc, justement, il y a une grande différence entre le talent et la compétence. Moi, en fait, ce sont mes patrons recruteurs qui m'ont aidé à faire la distinction, puisque évidemment, quand on est recruteur professionnel en cabinet, on ne peut pas se permettre de bricoler. Donc, les mots sont hyper importants et des notions aussi essentielles que celles de talent encore plus. Donc, pour mes patrons, en fait, pour mes trois patrons, le talent, c'était tout simplement, en fait, la surcompétence. C'est-à-dire la compétence à la fois la plus forte, ce qu'on fait de mieux et ce qu'on fait mieux que les autres. C'est en fait la double dimension, on pourrait dire à la fois personnelle et interpersonnelle du talent. Et ça nous donne déjà deux pistes pour essayer de le trouver, en fait, pour essayer de l'identifier, et ensuite, bien sûr, par derrière, pour pouvoir l'utiliser. Intéressant, intéressant. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un sujet, puisque tu as écrit un ouvrage complètement dédié à ce thème. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton ouvrage, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mon ouvrage s'appelle Comment découvrir et utiliser son talent. Donc, il est sorti en 2022 de mémoire chez Ellipse. Et donc, j'explique dans ce livre, en fait, que le talent, c'est pas seulement une compétence comme toutes les compétences qu'on a. Une compétence, en fait, c'est juste un savoir-faire immédiatement utilisable. Par contre, le talent, il a une différence à la fois quantitative et qualitative. Quantitative parce que il est à la fois plus fort, il évolue plus vite, et il a plus de résultats. En fait, il sort de la mêlée, j'ai envie de dire naturellement, et qualitative parce que la relation qu'on a avec son talent est différente fondamentalement de celle des autres compétences. Et la différence est la suivante, c'est que les compétences, en fait, on les acquiert et on les apprend et on les développe toute la vie. Et j'ai envie de dire avec des efforts, avec du temps, avec des claques dans la figure, pour être poli. Alors que le talent, non. Le talent, il est déjà plus ou moins en nous. Certains le considèrent comme inné. Moi, je pense que c'est un peu un abus de langage parce que un bébé qui arrive au monde, il sait rien faire à part pleurer, manger, boire et dormir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est prédisposé. C'est-à-dire qu'on a déjà en nous une orientation, une facilité qui fait qu'on va apprendre très vite et qu'on va développer la compétence, j'ai envie de dire, à toute vitesse et presque tout seul, et en tout cas sans avoir réellement besoin d'une formation, d'un accompagnement, d'un suivi, d'une correction. Et donc, même avec plaisir, du coup. Oui, bien sûr. Le plaisir, c'est un des critères fondamentaux du talent. C'est-à-dire que on peut très bien être très bon dans une discipline et ne pas y trouver du plaisir, simplement parce qu'on fait la chose depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. Ce qui est le cas de beaucoup de gens, en fait, qui font un métier et qui sont un peu par hasard et voilà, par opportunité. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément talentueux. Par contre, au bout d'un certain nombre d'années, l'expérience va augmenter le niveau de compétence, mais ils seront jamais excellents. C'est ça qui est la différence. Avec une compétence normale, j'ai envie de dire, on peut être bon, on peut être très bon, on peut être très très bon, mais on sera jamais excellent. Or, le talent, lui, il nous met quasiment dès le départ dans un niveau d'excellence relative, évidemment, parce qu'on ne peut pas comparer la compétence ou le talent d'un enfant avec celui d'un adulte ou encore moins celui d'un expert. Mais en tout cas, le talent, il fait la différence dans une classe d'école, une équipe d'entreprise et partout où on va, en fait. C'est ça le. Alors, du coup, j'imagine, je ne vais pas présumer de ta réponse, mais que tu fais peut-être partie de ceux qui sont pour justement l'identification du talent et surtout de le cultiver et de l'enrichir plutôt que d'essayer de travailler des faiblesses qu'on a identifiées chez nous. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que en France, en particulier, on a une culture un peu perfectionniste qui nous pousse en fait sans arrêt à chercher, à éliminer ou à diminuer nos tares, nos manques, nos carences et nos faiblesses. Et moi, je pense que c'est une perte de temps, d'énergie et de joie aussi, parce qu'en fait, on peut y passer la vie entière et on aura des résultats assez médiocres. Et en plus, on n'a pas besoin de prouver aux autres qu'on est bon partout. On n'a même pas besoin de prouver quoi que ce soit d'ailleurs à qui que ce soit, sinon peut-être à soi-même. Et encore, parce que est-ce que c'est pas l'ego qui est derrière tout ça? Le Mhm. but du jeu, c'est pas de prouver, c'est de s'épanouir et c'est de réussir. Et le talent, justement, pour moi, c'est la seule, comment dire, exception aux compétences habituelles et normales qui permettent justement à la fois d'avoir du plaisir et du succès dans le même temps. Donc c'est la solution à tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, la démotivation par exemple, sur lequel j'interviens beaucoup parce que tout le monde est démotivé et pour cause, mais ça peut être aussi tout simplement la fatigue, l'épuisement, le stress, le burn-out, etc., ou le bore-out, l'ennui. Voilà, Oui. donc tous ces problèmes-là peuvent être non pas résolus, mais supprimés purement et simplement par le talent.
Parce que le talent, il n'a pas besoin d'être motivé, il n'a pas besoin d'être corrigé, il n'a pas besoin d'être suivi. Je veux dire, le fait de l'utiliser en soi, c'est une source de bonheur, de plaisir et d'épanouissement. Et c'est une façon aussi de nourrir nos besoins. Oui, bien sûr. Bien sûr, derrière chaque talent, il y a un ou plusieurs besoins, évidemment. Est-ce que Donc, tu peux bien définir ce qu'est un besoin? Parce que je pense que c'est nécessaire. oui, bien sûr, ça, c'est aussi une source de confusion. Un besoin, c'est pas un désir, en fait. Le besoin, c'est une énergie interne à l'intérieur de nous, soit de notre corps, soit de notre cœur, si c'est un besoin émotionnel ou relationnel, soit dans notre tête, si c'est un besoin intellectuel comme celui de comprendre, par exemple, qui est le mien en particulier. Et donc, le besoin, en fait, c'est une source d'énergie qui est basée sur un manque et qui va nous pousser inévitablement à agir pour transformer l'essai à travers un désir, c'est-à-dire en fait l'envie de faire, d'avoir, de transformer, de créer quelque chose ou quelqu'un. Et donc le besoin interne va générer des désirs qui sont entre guillemets externes, qui vont nous pousser à décider, à agir et à communiquer éventuellement. Ok. Alors, entrons dans le vif du sujet parce que qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre sur ce sujet? Tu Bah, en nous as fait, fait un teasing enfin, en début d'entretien avec le fait d'avoir découvert ton talent à 11 ans, oui, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, non. mais si tu pouvais nous en dire plus, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est justement peut-être ce décalage. Moi, je suis quelqu'un de différent, j'ai une histoire différente, une personnalité différente, et dans ces différences, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Les mauvaises choses, c'est la souffrance, et les bonnes choses, c'est que cette souffrance, peut-être, m'ont obligé, peut-être, à justement découvrir et plutôt et à utiliser mon talent. Et après, quand j'ai commencé à évoluer, notamment dans le recrutement, j'ai été très surpris de constater que la plupart des gens, des candidats que je recevais, n'étaient pas capables d'identifier leur talent à des âges que de 20, 30, 40, 50 ans. Donc je me suis dit, c'est curieux, comment ça se fait qu'il peut y avoir ce décalage alors que moi je l'ai identifié depuis au moins 11 ans. Et donc après, j'ai commencé à réfléchir, à discuter avec mes patrons, avec mes collègues, sur comment on peut les identifier. Et puis après, plus en profondeur, comment se fait-il que certains individus l'ont identifié de façon précoce et pas d'autres, et pas tout le monde. J'ai envie de dire, c'est presque l'exception à la règle générale, Exactement. qui est de ne pas connaître son talent. Et du Tout à coup, fait. ça m'a amené en fait à un critère qui est le critère d'inconscience. En fait, le talent, c'est presque toujours une surcompétence inconsciente. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, mais on n'a pas vraiment conscience de faire quelque chose, d'autant plus qu'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de travail, il y a même pas vraiment d'apprentissage. On fait quelque chose et ça fonctionne et ça marche tout de suite. Donc du coup, pour la personne en elle-même, si on compare avec la notion de talent qui est quand même de compétence pardon, qui est quand même très fastidieuse, qui est lourde, qui est laborieuse, bah ça vaut rien puisque je fais pas d'effort. Hmm. Et c'est Et ce qui l'effort, c'est ce qui est valorisé dans notre société aussi. bien sûr. Tu nous as pas dit quel était ton talent? Alors moi, mon talent, en fait, c'est tout simplement d'expliciter les choses à travers le langage. C'est de mettre des mots sur des situations, des objets, des relations qui n'en ont pas forcément. C'est de clarifier les choses avec les mots et les phrases. Alors, Donc, comment tu l'as découvert à 11 ans? bah, je l'ai découvert parce que, comme je t'avais raconté, je crois, en fait, à 11 ans, j'avais un professeur de maths qui était un prof d'histoire géo et qui, évidemment, n'arrivait pas vraiment à nous enseigner les mathématiques. Et donc, personne ne comprenait à peu près ce qu'il racontait. Il lisait un manuel et puis après, il répondait comme il pouvait aux questions qu'on lui posait. Et le seul qui comprenait quelque chose dans cette classe, c'était moi. Donc, j'ai commencé à expliquer à mon camarade de table comment ça fonctionnait. Et puis après, tous les pirates au fond de la salle qui se retournaient vers moi parce que mes explications étaient plus claires que les siennes. Et puis au bout d'une ou deux semaines, il m'a fait venir à côté de lui et on faisait le cours à deux. Donc il lisait le manuel et moi je répondais aux questions. Et j'ai compris en fait que j'avais cette facilité en fait à trouver les mots pour clarifier les choses. Et ça s'est produit à d'autres occasions après Oui, tes 11 ans? Comment, enfin, parce oui, que oui. j'imagine qu'à 11 ans, on se dit pas, tiens, j'ai un talent. Non. Enfin, tu vois, c'est essayer de comprendre ton cheminement pour te dire, bah tiens, oui, c'est quelque chose qui te distingue des autres. Oui, bien sûr. Le talent, c'est ce qui nous distingue positivement des autres. Alors c'est vrai qu'à Et comment on l'époque, s'en rend compte en fait?
Bah, on s'en rend compte comme ça. On s'en rend compte avec des situations, avec des événements, avec des succès, avec des choses un peu étonnantes, avec le regard des autres ou la vie des autres. Le deuxième exemple que je donne toujours, qui m'a amené à écrire des livres, c'était aussi à 11 ans d'ailleurs, ou à peu près dans ces eaux-là. Donc j'avais fait en fait, j'avais rendu une copie dont j'étais vraiment pas fier en fait, puisqu'il fallait faire un texte libre. Et moi, je n'avais aucune imagination, en tout cas, c'est ce que je croyais. Donc, j'ai triché en prenant une bande dessinée, en la racontant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en écrivant cette bande dessinée, enfin en racontant cette bande dessinée, je me suis laissé entraîner par l'écriture et j'ai commencé à faire une copie, deux copies, trois copies, quatre copies, cinq copies, six copies, sept copies et demie. Et je me suis arrêté au bout de 30 pages parce que c'était le dimanche soir et qu'il fallait manger, se laver et puis se coucher. Et après, bon, mon histoire était inachevée, bien entendu. Et donc, j'ai rendu ma copie en croisant les doigts pourvu qu'ils connaissent pas cette bande dessinée, que j'avais choisie quand même parmi les bandes dessinées un peu space. Et donc, voilà, mais j'ai flippé pendant 2 ou 3 semaines. Et puis, quand il a rendu les copies, en plus, il a été un peu sadique, pour moi en tout cas, parce il a rendu ma copie à la fin. Et donc, je me suis dit, bah, ça y est, c'est mort. Il a identifié ma triche. Et donc, je vais me faire démolir. Parce qu'à l'époque, c'était un peu comme ça. On se faisait humilier et personne n'avait rien à dire. Sauf qu'en fait, contrairement à ce que je croyais, j'ai eu la meilleure note. J'ai eu 16 sur 20, ce qui m'était jamais arrivé auparavant. En plus, il a lu la copie intégralement. Et à la Waouh. fin, 30 pages, c'est long, hein. Oui, c'est long. Et C'est un après, cours, en fait. ouais. Et après, en fait, il m'a regardé bizarrement et il m'a pointé du doigt et il a dit comme ça à mes camarades, il a dit, vous verrez, un jour, ce petit salopard, il nous fera un livre. Voilà. Et ça, évidemment, cette phrase, ça m'a marqué parce que c'est pas banal qu'un professeur Bah, clairement. dise ça à quelqu'un. Et donc, sur le coup, j'ai pas vraiment compris mais en tout cas, c'est resté gravé dans mon cerveau et ça m'a donné, en fait, une espèce de confiance en moi par rapport à ça. Et ça m'a donné la possibilité, d'ailleurs, d'écrire un livre et puis après, beaucoup d'autres. Donc c'est souvent le regard des autres qui nous permet de C'est prendre ça. conscience de notre talent. Oui, parce qu'il est tellement naturel pour nous qu'on se dit que tout le monde sait faire. D'ailleurs, c'est même pas une question, en fait. On se la pose même pas la question. Non, absolument, c'est naturel, c'est évident, c'est spontané, c'est voilà, c'est presque automatique entre guillemets. On fait quelque chose et puis ça marche quasiment tout de suite. Alors, est-ce que tu veux partager avec nous quelques clés pour nous aider à identifier nos propres talents? Alors oui, donc il y a deux types de clés. Il y a les critères d'abord dont on a déjà parlé, puis après il y a les méthodes qui permettent d'identifier son talent. Donc sur les critères, on en a évoqué beaucoup. Moi, j'en ai recensé en gros entre 15 et 20. Donc les principaux, on les a évoqués, c'est la précocité. Le talent en général se manifeste dans l'enfance, en général à partir de 6 ans. 6, 7 ans, 8 ans. Alors après, bon, c'est pas forcément automatique, hein, ça peut être 10 ans, 12 ans, etc. Mais même sous des formes embryonnaires, il se manifeste très tôt. Deuxième critère, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il se manifeste une fois, il disparaît, il reviendra, il disparaît, il reviendra, etc. Quitte à changer de forme. Hmm. C'est-à-dire, il peut prendre c'est un peu comme un serpent de mer, quoi. Il vient, mais il est toujours là. Et dans les CV justement des candidats, c'est un peu le fil rouge en fait. C'est-à-dire c'est en fait souvent une mission ou un projet qu'on trouve quasiment à chaque poste. Comme si en fait la personne s'arrangeait pour fourguer entre guillemets son talent partout où elle passait. Parce que c'est quelque part ça correspond à une nécessité, à un besoin qu'on a évoqué de s'affirmer, de se réaliser dans son identité, dans sa spécificité. Ok. Et Après, il y a d'autres critères très simples, comme on a évoqué la facilité. Voilà, on n'a pas évoqué clairement l'efficacité, mais évidemment, c'est un critère très important. L'efficacité, c'est quoi? C'est le rapport en fait entre l'énergie investie et le résultat obtenu. Donc, on est efficace si et seulement si, avec très peu d'énergie investie, on a beaucoup de résultats. hmm. Voilà, parce que si on a beaucoup de résultats avec beaucoup d'énergie, on n'est pas vraiment efficace. On est moyennement efficace. Par contre, si on a beaucoup de résultats avec peu d'efforts, peu de temps, peu d'apprentissage, là, on est efficace. Ouais. Et donc, la meilleure définition que j'avais trouvée d'ailleurs du talent, elle reprenait un peu ces différents critères-là. Elle disait, le talent, c'est ce que vous faites depuis toujours sans jamais l'avoir appris. Ok. Oui, là, c'est simple. Voilà. Et je pense qu'on aurait besoin quand même d'autres clés pour parce que effectivement, le fil rouge, je trouve que c'est difficile de trouver tout seul son talent.
Et comme tu disais, le regard extérieur, ça aide beaucoup parce que c'est, comme tu dis, la répétition de personnes différentes qui vont pointer peut-être ce talent en disant, mais toi, tu as des facilités pour faire ceci ou cela, ou comment t'as fait aussi rapidement, qui va commencer peut-être à nous mettre la puce à l'oreille. Mais justement, quand tu étais recruteur, comment tu as abordé ce sujet avec les candidats? Parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant, Non. même avec les personnes qui font des bilans de compétences. Voilà, enfin, imagine, alors il y a deux cas de figure, soit on connaît son talent et c'est déjà très bien, mais pour ceux qui ne le savent toujours pas, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient nous les aiguiller pour Alors, l'identifier? oui, encore une fois, il y a une quinzaine de critères. Donc, un critère, c'est l'évidence, par exemple. Alors, l'évidence, c'est un peu pervers parce que quand on fait quelque chose et que c'est évident pour nous, on peut pas vraiment le transmettre. On peut pas vraiment l'expliquer parce que on fait les choses, ça marche tout de suite, mais comment on fait? On sait pas comment on fait. En fait, on s'est jamais posé la question. On va directement au résultat. Mm. Ce qui n'est pas du tout naturel, évident et, j'ai envie de dire, habituel. La plupart des gens tâtonnent et la plupart du temps, quand on fait quelque chose la première fois, on se trompe. Et après, on corrige tout doucement le tir et on finit plus ou moins rapidement par arriver à un résultat. Ouais. Donc ça, c'est un autre critère intéressant. Après, il y a la passion. Moi, quand j'interrogeais des candidats, en fait, je leur demandais, par exemple, tout simplement, de tout ce que vous avez fait, quelle est la mission, le projet ou l'action que vous préférez? Et puis, j'écoutais ce qu'ils me disaient, mais surtout, j'écoutais comment ils le disaient. Est-ce que leur voix s'enflammait? Est-ce que leurs yeux se mettaient à pétiller? Parce que Ouais. ça, c'est un vrai critère, en fait. Quand on est dans sa passion, il y a quelque chose qui s'illumine et qui illumine la personne. Tout à fait. Donc, c'est à la fois du verbal et du non-verbal. C'est du contenu et c'est du contenant. Ouais. C'est ce que je remarque aussi dans mes entretiens avec mes clientes. Tout de suite, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a le narratif, on va dire, et puis quand voilà, la chose qui nous enflamme, comme tu l'as dit, et les yeux, enfin, ça trompe pas et c'est immédiat, c'est spontané, on peut pas le surjouer. Il y a pas de masque. C'est c'est très précieux d'observer ça en tout cas dans alors, pour quelqu'un qui aurait identifié son talent et qui dit, ben ouais, mais là, pour le coup, comment l'utiliser dans mon travail, sachant que je sais pas si j'ai un talent pour, je sais pas, le jardinage, par exemple, ou parce qu'on dit, il y a des gens pour lesquels on dit, ils ont la main verte, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, si j'ai pas forcément envie d'embrasser une carrière dans ce domaine-là, qu'est-ce que j'en fais? Alors, Comment je peux l'utiliser? Parce que tout à l'heure, tu as bien évoqué que cette histoire de serpent de mer, que donc j'entends qu'un talent, il est brut au départ, mais oui, il peut être protéiforme. oui. Et donc du coup, voilà, comment on fait? Alors, en fait, j'ai envie de dire, la question, elle se pose pas vraiment parce que c'est la vie qui nous pousse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment une solution unique pour tout le monde. Il faut juste écouter en fait cette espèce de d'envie en fait de faire quelque chose. Et après, souvent, la vie nous offre des opportunités, c'est-à-dire des événements, des rencontres et tout ça. Donc, je vais donner juste quelques exemples que j'ai développés dans mon livre. Le premier exemple, par exemple, c'est une femme qui était médecin et donc sa passion et sa compétence, c'est de chanter. Donc ça n'a évidemment aucun rapport. Elle peut pas chanter pendant ses consultations médicales, ça ferait un peu désordre. Donc elle a commencé à chanter dans les anniversaires familiaux, et puis après elle a chanté une fois dans un cabaret, et Mhm. puis une deuxième fois, et puis un jour elle est allée aux États-Unis, à la Louisiane, et c'est pareil, elle a emballé dans les cabarets, elle a chanté une fois, deux fois, trois fois, puis un jour quelqu'un l'a embauchée. Waouh. Et donc et finalement elle a décidé de rester aux États-Unis et de développer une carrière de chanteuse. Elle est devenue chanteuse de jazz aux États-Unis. Elle a fait ça pendant plusieurs années. Après, il y a eu le cataclysme qui a dévasté la Louisiane. Et donc, Ah oui. la vie s'est arrêtée. Katrina, je crois. Et donc, Oui. elle est rentrée en France. Elle est redevenue médecin. Ah oui. Voilà. Mais comme elle avait développé ça, elle s'est jurée, en fait, de pas abandonner. Donc, elle a continué à chanter une ou deux fois par semaine dans des cabarets gratuits ou payants selon les cas, mais pour pouvoir entretenir, en fait, sa passion et rester en contact avec ça. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, c'est très parlant ce qu'elle veut dire. Après, on peut très bien utiliser son talent dans ses loisirs. C'est pas interdit non Oui. plus. Le but, Mm. c'est de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que c'est mieux de l'utiliser dans son travail
parce que manifestement, c'est l'endroit, j'ai envie de dire, c'est l'écrin en fait pour pouvoir mettre en valeur cette pépite. Mais euh, des fois, on n'est pas prêt. Par exemple, à un moment donné, j'avais rencontré un jeune homme qui s'appelait Maxime, qui était avocat. Et bon, apparemment, je pense c'était un bon avocat, peut-être même un très bon avocat. Mais je sentais pas cette passion justement quand il parlait de son travail. Par contre, je l'entendais, je la voyais quand il se mettait à cuisiner. Et Hmm. donc un jour, je me suis dit, mais tiens, Maxime, est-ce que tu voudrais pas un jour en faire ton métier? Il m'a dit, bah ouais, mais c'est compliqué, c'est difficile en France, tout ça, et puis ça paye pas vraiment, c'est pas, en tout cas pas comme avocat. Donc, ben, en fait, il se donnait le droit de garder ça sous le coude et peut-être dans une deuxième partie de carrière de s'installer un jour comme cuisinier. Et entre-temps, eh ben, il cuisinait partout, il était invité. D'accord. Oui. Et alors, est-ce que tu as des cas où vraiment, mais j'aimerais bien revenir à toi, à ton propre cas, parce que toi, tu utilises, alors comment tu l'identifies ton talent? Tu as dit que c'était de transmettre, Oui, qui mon était, talent, enfin ça c'est ma vocation, comme disent en fait les ikigai, les Japonais. Ma passion, mon talent, c'est d'expliciter les choses, c'est-à-dire de clarifier les situations, les choses, les gens avec des mots, avec des phrases, avec des distinctions, avec des définitions, avec des histoires. C'est ça mon talent. Et donc moi je l'utilise soit dans la formation, ça s'appelle la pédagogie, soit dans l'écriture, puisque je suis auteur de 61 livres, soit dans la thérapie entre guillemets, puisque voilà, ça c'est un métier qui est un peu, voilà, mais le but, c'est de faire parler les gens, c'est de les aider à trouver leurs mots. Et oui, quand on a une facilité comme moi à trouver les mots, des fois je sens en fait je complète leurs phrases parce que je vois qu'ils ont du mal à trouver les mots. C'est pas pour parler à leur place, c'est pour leur proposer des mots, des phrases qui vont les aider en fait à dire ce qu'ils ont envie de dire. tout à fait. Bah, c'est Donc ce que je rencontre aussi dans mon métier, forcément. ouais, bien Donc, sûr. ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Ouais. Et donc, tu disais, donc tu es conférencier, tu es formateur, tu l'as dit, Ouais. tu écris des livres, et avec plusieurs thématiques. C'est pas uniquement des livres de transmission, parce que tu écris des romans aussi. Il y a le côté. Alors oui, j'ai écrit un roman qui s'appelle Flower Power, qui n'est pas encore publié, mais c'est vrai que les 59 autres livres sont des guides pratiques, Mhm. essentiellement pour transmettre des connaissances en développement personnel, professionnel, la recherche d'emploi ou spirituel, notamment tout ce qui touche aux accords Toltec. Et Oui, voilà. Maintenant, j'ai écrit aussi un essai polémique. Je ne sais pas si il va trouver un éditeur parce que c'est encore un autre exercice. Mais oui, ça m'excite beaucoup justement de varier les plaisirs et de changer de catégorie. Parce que dans le domaine des guides pratiques, en fait, j'ai plus rien à me prouver. Je sais écrire un livre en 3 ou 4 mois. Donc, bon, c'est amusant, c'est un jeu, mais c'est vrai qu'il y a moins d'enjeux, il y a moins de passion, il y a moins de plaisir. Donc, ça m'intéresse d'essayer de pousser un peu le bouchon le plus loin possible. Et peut-être que je trouverai mon degré d'incompétence. Hein. Peut-être que finalement, je vais retourner chez ma mère, c'est-à-dire les guides pratiques. Mais c'est vrai que comme on m'a toujours dit que je savais raconter des histoires, mhm, bah, raconter des histoires, comment dire, le style de livre qui correspond à ça, le genre de livre, c'est les romans. oui, Voilà, oui. mais un roman, c'est pas forcément, moi quand j'écris un roman, c'est pas un roman, c'est un roman psycho-spirituel, évidemment. C'est un roman à message, évidemment. Et tu lis les deux compétences que tu as, savoir la transmission et l'expérience que tu as vécue en tant qu'auteur, parce que tu guides aussi des personnes en tout cas celles qui veulent se lancer dans l'écriture, tu les aides aussi dans. Oui, tout à fait. J'ai profité du Covid, où là, j'avais quasiment plus de formation pour créer en fait un programme complet, ce qu'on appelle un programme multimodal, c'est-à-dire un programme qui contient des vidéos d'auto-formation, des vidéos d'entretien, soit d'auteurs sur leur premier livre, soit des éditeurs pour savoir en fait qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et qu'est-ce qu'ils attendent en fait de nous, les auteurs. Et puis il y a du coaching, bien sûr, il y a la correction du plan, il y a un groupe Facebook, il y a mon carnet d'adresses, il y a l'accompagnement lors du premier rendez-vous. Donc c'est vraiment une prestation complète que je vais d'ailleurs encore améliorer pour pouvoir aider les gens justement à réaliser leur rêve, parce que c'est souvent un rêve qu'on a beaucoup. Il y a beaucoup de Oui, gens qui ont envie d'écrire un livre, il y en a très très peu qui passent à l'acte, et il y en a encore moins qui sont publiés. oui, Voilà. Et encore moins qui sont publiés chez des vrais éditeurs, parce que il y a aussi tout un business un peu crapuleux là-dessus, avec ce qu'on appelle les éditeurs à compte d'auteur, qui vous disent, ah ouais, moi je vous édite tout de suite, sauf que vous devez payer, vous devez payer, vous devez payer.
Et le résultat, c'est que votre livre, il est dans un obscur site où personne ne le voit et personne ne l'achète et personne ne le lit. Non, mais c'est intéressant de le mentionner pour ceux qui seraient tentés par cette option. Euh, je voulais aussi revenir sur la notion de fil rouge et de talent essentiel, parce que quand on dit talent essentiel, ça voudrait peut-être dire qu'il y en a d'autres. Enfin, est-ce qu'il y en a un qui est plus important que les autres ou est-ce qu'on Alors a moi, plusieurs talents? Enfin, voilà, ça c'est une très bonne question que je me suis posée pendant des années. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, on n'est pas tous d'accord entre nous, entre spécialistes, mais tout simplement parce qu'on n'a pas forcément la même définition du mot mhm, talent. mhm, Donc, moi, mon avis, il est très simple. Il vient de mon expérience et de recruteur et surtout de conseil en gestion de carrière, de formateur en recherche d'emploi, que j'ai fait pendant presque 30 ans. En fait, il y a deux vérités à laquelle je suis parvenu, deux conclusions. Un, tout le monde a un talent. Deux, tout le monde n'a qu'un talent. d'accord. Donc, Voilà. Par contre, ce talent, effectivement, comme on l'a dit, il peut être protéiforme. Ça veut dire qu'il peut prendre des formes différentes et s'exercer dans des métiers différents. Et voilà, par exemple, on parle souvent de Léonard de Vinci. mhm, Mais Léonard de Vinci, c'est un innovateur. Et tout ce qu'il a fait, c'était de l'innovation, soit technique, parce qu'il était ingénieur, soit picturale, puisqu'il était peintre ou architecte, ou, etc. oui, oui. Mais en fait, si on prend le temps de décortiquer vraiment ce qui est à la racine de ses créations, comme lui, comme d'autres, hein, on s'aperçoit qu'il y a toujours un mot, un verbe d'action qui correspond à une compétence. Mais une compétence qui est développée à un degré extrême. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on passe à côté de son talent? Bah, c'est d'abord que personne nous aide à l'identifier. En tout cas, il n'y a rien de prévu ni à l'école, ni en famille, ni tout simplement dans la société, parce que c'est pas une notion ni courante, ni très claire. Donc souvent, elle est un peu confusionnée avec la notion de compétence. En plus, aujourd'hui, sur LinkedIn, par exemple, on voit l'expression recrutons les talents. Donc on Oui, identifie les talents avec les personnes. Donc ça oui. crée une confusion supplémentaire. Et Mhm. ça sous-entend il y a plein de talents et plein de gens qui ont plein de talents. Donc, à mon avis, c'est la façon de parler qui embrouille les choses. Et moi, je suis un désembrouilleur, en fait. C'est-à-dire que je passe mon temps à rectifier, entre guillemets, ce qui me paraît juste et vrai, parce que je crois que les bons mots permettent d'avoir des bonnes lunettes pour regarder les bonnes choses. Les mots, c'est des lunettes qui nous permettent de regarder la vie. Donc, si on n'a pas les bonnes lunettes, eh ben, on voit les choses de façon brouillée voilà, tout simplement. Et puis après, il y a le fait que, en France, en tout cas, il n'y a pas d'orientation. L'orientation scolaire, elle est faite de façon, j'ai envie de dire, maladroite et souvent un peu crapuleuse. C'est-à-dire que, en fait, on nous pousse là où, en fait, on a envie de nous pousser. Parce qu'il y a Oui, une tout à hiérarchie fait. des matières, il y a une Mhm. hiérarchie des métiers, que si tu es bon en maths, tu dois faire des maths et tu seras ingénieur, parce que ça rapporte plus et tu auras plus de pouvoir et d'argent. Mais c'est pas du tout, on s'intéresse pas du tout au talent des enfants, alors qu'il faudrait le faire là, puisque c'est déjà manifeste et visible, donc repérable chez les enfants. Donc, comment aider les parents à identifier le talent de leurs enfants? Et ben c'est très simple, en fait, il faut se demander, parce que les parents sont les meilleures personnes pour ça, puisque elles ont vu l'enfant grandir. La question que les parents peuvent se poser, c'est tout simplement, qu'est-ce que mon enfant fait de mieux? Qu'est-ce qu'il fait de mieux que les autres? Qu'est-ce qu'il fait de façon précoce? Et en général, les parents le savent, ils répondent à cette question-là. Mais ils font pas le lien entre ça et le talent. Hmm. Ouais, c'est très intéressant et éclairant Et après, de. si ça peut être aussi les professeurs. Moi, j'ai eu la chance, comme l'exemple que j'ai donné, d'avoir un professeur, enfin deux professeurs d'ailleurs, qui m'ont aidé à découvrir, à révéler mon talent. Donc, peut-être que les professeurs peuvent jouer ce rôle que l'orientation ne joue pas, ou peu ou très mal, et que les parents ne savent pas forcément jouer parce qu'on leur a pas expliqué l'intérêt de la chose et la définition du terme. Peut-être que les professeurs, dans leur domaine, avec leur fenêtre de tir, peuvent dire, tiens, ce garçon-là ou cette fille-là, elle a un talent dans tel ou tel domaine. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que tu proposes énormément de clés ou de d'outils pour identifier son talent. Là, on va pas tous les évoquer parce qu'on n'aurait pas le temps et puis c'est pas l'objet.
Mais j'invite les personnes qui se poseraient la question, bah, pour leurs enfants ou pour même eux-mêmes, dans les périodes de réorientation, de reconversion où on est un peu perdu. Je trouve que ton livre est très éclairant parce qu'il est très riche d'outils tels que, ben, justement, on a parlé des besoins, je crois que tu en parles, de la pyramide Oui. des besoins, voilà, on peut trouver, bah, effectivement, les choses classiques, mais tu vas beaucoup plus loin en utilisant des outils moins conventionnels et aussi ludiques. Moi, je trouve que c'est sympa aussi d'approcher les sujets sous l'angle du jeu, de l'amusement, parce qu'on est des êtres vivants et on n'a pas besoin d'être toujours dans le côté très sérieux et qui éteint les gens. Enfin, moi, je trouve. Dans ma pratique, justement, avec la numérologie, le but, c'est d'aider les personnes à identifier leurs talents et en tout cas les endroits où ils peuvent facilement développer bah, des compétences aussi. Et j'aime beaucoup l'idée du fil rouge parce que c'est aussi un outil qu'on utilise en coaching puisque il y a aussi la ligne de vie et de voir voilà, en se posant et en regardant tout ce qu'on a effectué, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure quand tu disais que lors des entretiens de recrutement, bah, tu interrogeais les personnes pour savoir essayer toi de découvrir quel était le fil rouge ou les fonctions connexes où on pouvait retrouver des points communs. Et je trouve que cette histoire de fil rouge, c'est un petit peu les petits cailloux du petit pousset. C'est un petit peu le côté sympa de se dire, bah, tiens, on va faire une enquête sur soi pour découvrir, mais du coup, moi, c'est quoi mon talent et qu'est-ce qui pourrait m'aider à identifier les indices qui pourraient m'aider à identifier ce talent. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, c'est une question par rapport à toi, Véronique, ou Non, par rapport aux personnes. Ou alors, je sais pas si tu avais quelque chose de bah, spécifique. toi, c'est sûr que ton talent, il est relationnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe avec les autres. Là, ton talent, tu es en train de l'utiliser. Après, il faudra réfléchir au verbe précis, parce qu'un Mm. talent, c'est une compétence, donc c'est un verbe d'action précise, mais c'est sûr que c'est en relation avec les gens. C'est soit les faire parler, soit les écouter, soit leur faire quelque chose de positif. C'est sûr que c'est de cet ordre-là. Après, c'est vrai que dans mon livre, j'ai essayé de classer toutes les méthodes que j'ai pu tester, expérimenter, etc. Donc, il y a des méthodes très conventionnelles qu'on utilise notamment en recrutement ou dans les bilans de compétences. Mm. Donc, c'est l'analyse des compétences, l'analyse, la hiérarchisation et l'extraction du talent parmi toutes les compétences fortes qu'on a. Ça, c'est une méthode qui est très fiable, mais qui prend beaucoup de temps et qui est un peu fastidieuse, en fait, qui présente pas beaucoup d'intérêt. Par contre, c'est vrai qu'il y a des méthodes beaucoup plus fun qui sont basées sur des techniques comme la numérologie, l'astrologie, la morphopsychologie. Voilà. Par exemple, j'explique que pour ceux qui connaissent leur signe astral, en fait, c'est une bonne piste parce que souvent, le talent, il n'est pas lié au signe astral de la personne, il est lié à son ascendant. C'est ce que j'ai découvert en fait en croisant toutes ces méthodes. Voilà. Donc ça peut être une piste intéressante. Malheureusement, la plupart des gens connaissent leur signe, mais pas forcément leur ascendant. Et c'est dommage parce que le talent, il est presque toujours facile à trouver avec l'ascendant. Et ça, c'est une méthode qui prend pas beaucoup de temps. Sinon, le fait de calculer son ascendant sur Internet, ça prend 3 minutes. Mm. Et après, on peut regarder à quoi ça correspond en termes d'énergie, de fonctionnement, de métier, d'activité ou de projet. J'adore. C'est encore une autre piste. Eh bien, écoute, Patrice, on arrive à la fin de notre épisode. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ou un sujet que tu voulais évoquer? Non, si ce n'est que, encore une fois, j'insiste sur le fait que, de mon point de vue, et jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a un talent. Et c'est Ouais. vrai que la seule chose que j'aimerais dire, c'est que ce qui nous empêche aussi de l'identifier, c'est la vision un peu, comment dire, déformée de ce terme, parce que beaucoup de gens imaginent un talent soit artistique, soit sportif, enfin pour les stars qu'on voit à la télé, mais le talent, ça peut être des choses très simples, ça peut être rangé, ça peut être dépanner, ça peut être écouter, ça peut faire danser les gens qui ne veulent pas danser, comme on me l'a raconté, ça peut être des choses très précises et toutes simples et toutes banales, mais simplement elles sont développées à un niveau extrême d'efficacité et de plaisir. Donc il faut Mm. pas se. Parfois les gens sont déçus quand je les aide à trouver leur talent. Ils disent ah bon c'est que ça. Je leur dis mais c'est pas que ça, c'est ça.
et vous pouvez en faire un métier, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quelle carrière, n'importe quel succès avec votre talent si vous l'acceptez et si vous allez trouver le métier qui correspond. Si je prends l'exemple de cette femme qui m'a confié, en fait, dans une voiture, en me raccompagnant à la gare après une formation, que son talent, c'était de faire danser les gens et qu'elle voyait pas très bien comment elle pouvait utiliser ça dans son métier puisqu'elle était infirmière en EHPAD. Je lui ai dit, bah, t'es pas obligé de rester toute ta vie infirmière en EHPAD. Et moi, je connais quelqu'un dont le métier, c'est de faire danser les gens. Et elle facture 10 à 12 000 euros la soirée. Ah oui. Et donc, elle s'amuse beaucoup, elle travaille très peu, et elle a beaucoup de succès, beaucoup de plaisir, évidemment, parce qu'elle a décidé de changer de braquet. Est-ce que tu sais ce que cette personne en a fait de son talent, du coup? Celle Alors, qui t'a raccompagné. non, parce que malheureusement, je l'ai pas revu, mais j'espère que la graine que j'ai posée dans sa tête va germer et qu'un jour, elle va s'autoriser, peut-être, déjà en parallèle de son métier, parce qu'on n'est pas obligé de tout larguer comme ça du jour au lendemain. Peut-être qu'elle va s'autoriser à proposer ses services dans les mariages, par exemple, ça peut être des choses comme ça, ou dans les soirées, dans des événements. Et petit à petit, j'espère que bah, si elle se laisse pousser, guider, porter par son talent, parce que le talent nous porte, j'espère qu'elle va découvrir qu'elle a plus de plaisir, plus d'efficacité et plus d'intérêt aussi, tout simplement, à l'utiliser que peut-être à s'épuiser en tant qu'infirmière. En tout cas, moi, le mot-clé que je retiens et que j'utilise, c'est vraiment le mot s'autoriser. Parce que je trouve que ce qui est difficile quand tu as un talent, on va dire, qui n'est pas commun, c'est parfois le manque de représentation, d'exemple. Tu Mhm. vois, c'est dire, ah bah tiens, quelqu'un l'a déjà fait, donc je peux le faire. Tu vois, tu lui as cité tout de suite l'exemple de cette personne qui gagnait très bien sa vie en faisant ça. Alors c'est quand même un talent qui n'est pas très commun, on va dire. Donc du coup, après, je pense que c'est l'affaire de chacun, mais ça a peut-être un lien, en tout cas moi je fais un lien peut-être avec la confiance en soi aussi, de s'autoriser à aller... Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner comme critère, mais quand on a, enfin, le talent, en fait, c'est la seule activité où on a une confiance en soi quasiment illimitée. Et c'est d'autant plus parlant et frappant que moi, quand j'étais jeune, j'avais aucune confiance en moi, sauf quand j'utilisais les mots. C'est-à-dire que là, il y avait plus de timidité, il y avait plus de phobie, il y avait plus rien. C'est comme si j'étais dans une espèce de, voilà, une espèce de fusée où rien ni personne ne pouvait m'arrêter. Et je crois que le J'adore. talent, ça nous connecte à une espèce de confiance en soi naturelle, inconsciente et exceptionnelle. C'est excellent. Alors là, pour le coup, c'est un critère. Enfin, je dis Oui, pas que les autres n'étaient pas, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est peut-être plus facile à identifier pour les personnes de se dire, ah bah tiens, quand je fais ça, bah oui, effectivement, par rapport au reste du temps, comment je me sens. Je trouve que dans ce que tu dis, et moi je prône ça, c'est vraiment le rapport au corps aussi. Tu vois, tout à l'heure, on a dit, bah, pour les personnes extérieures, elles voient que cette personne se déploie, s'anime. Et je trouve que on est vraiment, en tout cas en France, on est plutôt dans le je pense, donc je suis. Et on on ne met pas assez l'accent sur nos ressentis qui, eux, ne mentent pas, sont instantanés et sont toujours avec nous. On n'a pas besoin d'un relais extérieur pour valider ou invalider un choix, enfin, ou une pensée. Et j'aime beaucoup dans ce que tu dis, le fait de revenir aussi au corps, en fait. mm, C'est quelque chose de précieux. oui, Et il faut, bah, pas pour certaines personnes qui sont très dans le mental, c'est presque un nouvel apprentissage, en fait. oui, bien sûr. Écoute ton corps. Écoute ton corps ou ton cœur, qui tous les deux, en fait, nous connectent à ce talent. Oui, Un des critères qu'on n'a peut-être pas assez développé, c'est le plaisir oui, qui est poussé à un extrême, et ça devient ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire ouais, un état, en fait, où on est bien, il y a il y a plus de temps, il y a plus de stress, il y a plus rien. En fait, on est dans l'éternel présent parce qu'on ouais. est connecté avec ce qu'on est profondément et en se réalisant, en fait, j'ai envie de dire, on fait sauter toutes les barrières et toutes les tensions. Donc le but, c'est bien sûr de rester connecté à son talent pour pouvoir rester aussi dans cet état de flow quasiment, peut-être pas tout le temps, mais le plus possible. Ouais. Puis quand on l'a connu, on le recherche, quoi. On est Oui, bien tellement sûr. bien que c'est vraiment un plaisir. Je me souviens jamais de qui avait fait cette citation
Du fait de trouver ce qui te plaît et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie, bah ouais, C'est Confucius. Confucius. Ok. Donc moi, ce que je voudrais qu'on retienne de cet épisode, c'est que le talent, c'est pas quelque chose de d'idyllique qui appartienne à certaines personnes qui arrivent à en faire quelque chose. On l'a tous, tu l'as dit, et j'aime beaucoup le fait que tu dises qu'on a tous un talent. Après, soyons des Colombos ou des enquêteurs. Enfin, Colombo, c'est un peu daté comme moi, comme Oui, ça, on sait l'âge que j'ai. Et donc, du coup, en tout cas, d'enquêter pour trouver quel est notre talent, puisque s'il nous connecte à notre cœur et, euh, et nous met dans un état de flow, ben, quoi de mieux, finalement, dans une vie que de se réaliser plutôt que ce que tu disais au départ, hein, de s'éteindre dans des vies où on dépense énormément d'énergie à être ce qu'on n'est pas, en fait. mm. Oui, c'est ça. Le talent, c'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes, tout simplement. Hmm. Ouais, ouais. Patrice, où peut-on te contacter? Comment? Alors, Où? alors moi, je suis partout, en fait, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, Instagram. J'ai un site aussi, patriceras.com. Oui. Et voilà, donc Il y a une chaîne YouTube? j'ai une chaîne YouTube, donc de toute façon, il suffit de taper mon nom et puis on voit soit mes livres, soit mon site, soit mes réseaux sociaux. Donc je suis très facile à contacter. En plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent Ras, donc Mhm. ça simplifie aussi les recherches. Oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu as une actualité dont tu voudrais parler? Bah, en fait, là, je vais intervenir, je vais être interviewé dans une émission de radio sur le thème est-ce qu'on peut aimer toute la vie? Est-ce qu'on peut s'aimer toute la vie? Donc, c'est sur Radio Notre-Dame, je sais plus la date exacte, mais c'est dans quelques semaines, je crois. Donc voilà, Mhm. ça va être intéressant aussi. C'est un sujet un peu connexe à ce qui m'intéresse. Mais Oui, j'aime bien aussi aller défricher comme ça des terres un peu à la limite de mon périmètre. intéressant. Bah, écoute, là, ça ouvre encore sur d'autres perspectives. Merci beaucoup pour ta participation, Patrice, pour ta confiance aussi. Et puis, tu es le premier qui inaugure cette nouvelle série d'experts. Merci vraiment pour ton enthousiasme. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que avant l'enregistrement de notre épisode, tu disais que tu avais mal à la gorge. Et bizarrement, je trouve que pendant cet épisode, je n'ai rien entendu. Donc, tu illustres parfaitement ton talent. Et je te remercie. Et peut-être, alors, à voir, peut-être que l'avenir le dira, il y aura peut-être un autre épisode sur un autre de tes sujets de prédilection. À voir, en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis, écoutés. Peut-être que justement, tu as semé de multiples graines chez beaucoup de personnes. En tout cas, je l'espère. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Parlons Introspection. Je vous retrouverai avec grand plaisir, peut-être avec une ou un autre expert, ou peut-être en solo. Suspense. À voir. Merci beaucoup à toi, Merci Patrice. Véronique. Pour aller plus loin, vous pouvez réserver un appel clarté offert. Le lien est dans la description. Le podcast paraît chaque jeudi matin avec des épisodes solo, des témoignages et d'autres voix d'expertes ou d'experts à découvrir au fil du temps. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire ou mieux, partagez-le avec vos amis. C'est ce qui permet au podcast de rayonner. Et maintenant, vous pouvez reprendre en douceur vos activités.